Très bien, merci Emeline. Bonsoir à toutes et à tous et j'espère que lors de cette intervention, déjà je trouve des gens en bonne santé, en bonne forme et plein d'allant et d'entrain derrière les écrans pour vous parler de Formasat. Laissez-moi vous présenter également une partie de notre équipe puisque tout le monde n'est pas là ce soir, parce que nous sommes effectivement très nombreux. Donc Didier Nouro qui est connecté, qui est à Montpellier sous le soleil et qui en dehors de ça a un métier, celui d'être le responsable du service développement, stratégie et partenariat dans la maison. Donc, ce service accueille également Emeline, qui nous a concocté avec son complice, on pourrait dire ça, Faïdine, qui est également apprenti dans la maison, dans les métiers effectivement de la communication et de tous les outils. Je ne sais pas qui d'autre dans la maison est connecté à part Michel Reynaud, donc le coordonnateur du BP AF. Qui sera et Nico. N'oubliez pas Nicolas ce soir. Oui, parce que moi, déjà hier, j'ai déconné. Donc déjà fait à l'amende. Donc Nicolas Baudu, qui est notre développeur de l'alternance et qui va vous expliquer par le menu les modalités d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ou tout autre moyen d'accès, en tout cas sur cet aspect-là, à la formation. Voilà, et on aura le plaisir, je l'espère, sans trop tarder, de vous présenter l'ensemble de l'équipe et des 25 personnes qui constituent le staff de Formasat. Donc, pour vous présenter rapidement notre établissement, notre challenge a toujours été, notre défi, et on le relève chaque année avec de plus en plus de plaisir, c'est de faire transformer votre passion en votre métier. Donc, aujourd'hui, par le biais de nos formations, vous pouvez devenir éducateur sportif, coach sportif, entraîneur, éducateur, animateur. Vous pouvez aussi accéder à des formations pour être manager de proximité, donc de petites et moyennes structures, mais aussi accéder au métier de web développeur et web intégrateur. Aujourd'hui, le web, la preuve, on peut difficilement s'en passer, puisqu'aujourd'hui, grâce au web, on peut faire cette porte ouverte virtuelle et à distance. Et on a pu aussi maintenir pendant tout le temps du confinement la formation, les cours, avec en plus de réelle satisfaction de la part de l'ensemble des équipes pédagogiques et aussi des jeunes. Donc ça, c'est une vraie réussite. Donc, voilà l'ensemble des métiers auxquels vous pourrez avoir accès en passant par l'ensemble de nos formations. On a un petit peu l'expertise du secteur puisque ça fait 24 ans que nous existons et dans nos mains, dans nos bureaux, dans nos activités sont passées plus de 2600 personnes en formation. Donc, ces formations nous permettent aussi d'avoir un accès direct à l'entreprise, donc direct au savoir-faire sur le terrain et sur le métier. Et ça n'est pas non plus un hasard que l'on arrive à 83% d'insertion professionnelle à l'issue de la formation. C'est-à-dire que quand vous sortez avec le diplôme, eh bien, 83% d'entre vous sont insérés directement professionnellement. Les autres sont quoi? Sont peut-être inscrits sur un deuxième parcours de formation ou ont peut-être changé d'orientation. Mais en tout cas, on a un suivi régulier puisque c'est obligatoire et c'est très bien. Nous savons ce que les gens deviennent. Aujourd'hui, nous sommes certifiés AFNOR sur la partie de la formation professionnelle et la formation par apprentissage sera également certifiée sous le vocable de Calliope. Pour tous les CFA, c'est obligatoire et nous le serons, nous, à partir de la fin de l'année 2020. On peut passer à la suite? Merci. Voilà, donc Formasat. Nous sommes sur la région centre. Alors, nous rayonnons sur l'ensemble de la région, c'est-à-dire que si vous êtes sur le territoire tourangeau ou bien d'Indre-et-Loire, vous êtes les bienvenus, bien évidemment, sur nos parcours de formation. Nous accueillons aussi, plus rarement, mais nous accueillons des personnes hors région. S'il n'y a pas de ces situations d'apprentissage ou de CFA qui dispensent la formation, nous aurons plaisir à vous accueillir. Nous avons pu délocaliser nos formations parce qu'elles sont aussi intéressantes sur le territoire, c'est-à-dire sur Chartres, parce que nous avons aussi sur Chartres la natation, nous avons le BP APT, nous avons l'équitation, vous voyez la petite tête de cheval, ce sont les écuries du Val-de-l'Eure. Donc sur le territoire de Réloir, qui est un territoire très dynamique, nous avons aussi une antenne de formation. L'antenne de Montargis, pour l'instant, est en sommeil, en tout cas, puisque l'année dernière, il n'y avait pas assez de candidats et pas de candidats ni d'employeurs qui étaient intéressés pour qu'on puisse délocaliser cette formation. La plupart de nos formations ont lieu sur le siège tout proche d'Orléans, à Saint-Jean-de-Blanc, aujourd'hui sur la région centre. Le tennis est accueilli dans l'enceinte de la Ligue du centre de tennis pour le DE GEPS en tennis. Et puis le Crêpes de Bourges est également un de nos partenaires de formation puisqu'il accueille, y compris par la voie de l'apprentissage,
les candidats et apprentis qui seraient sur le territoire de Bourges. Ça évite de venir jusqu'à Orléans. Par les temps qui courent, c'est quand même plutôt pertinent. Émile, tu veux bien passer la diapo suivante? Est-ce que c'est moi qui... Tu peux passer la diapo suivante. Tu as un bug? On a perdu Émilie. Elle a l'air figée comme ça, mais ce n'est pas son genre. Je vous assure que ce n'est pas une fille figée. Voilà, on doit avoir un problème de connexion. Connectique, ouais. Ça va revenir. Là, voilà. Emeline, tu nous entends? On ne t'entend pas. On voit tes lèvres remuer, mais on ne t'entend pas. Si tu peux passer la diapo suivante, ça peut être bien. Je ne sais pas si tu nous entends. Est-ce que tu peux passer la diapo d'après, Emeline, ou pas? Excusez-moi, il semblerait que j'ai eu un problème de connexion. Vous m'entendez? Là, on t'entend. Ouais, ça y est, c'est revenu. Très bien. Ouais, j'ai eu un problème de connexion, a priori. Je m'excuse. Donc, si tu peux passer la diapo d'après. Très bien. Donc, pour regarder un petit peu plus avant nos nouveaux locaux, ici, un échantillon de nos salles de cours qui sont très grandes, très spacieuses et neuves, puisque effectivement, le 14 mai, donc bientôt, ça fera 1 an que nous sommes dans nos nouveaux locaux et nous aurons le plaisir de vous accueillir donc, dans ces 850 mètres carrés avec donc, des salles. Des grandes salles de séminaire avec des places de parking et avec aussi, alors pour l'instant dans la mesure de confinement c'est un petit peu compliqué, mais il y a de quoi avoir un espace pour pouvoir vous poser, amener votre restauration du midi et de pouvoir la faire réchauffer sur place. En tout cas, ça c'était possible avant. Pour l'instant, ça ne l'est plus puisque mesures sanitaires obligent, mais nous ne désespérons pas, nous aurons trouvé les solutions et à la rentrée, on pourra vous accueillir dans de très très bonnes conditions dans nos nouveaux locaux tout neufs. Alors, l'ensemble de nos formations, nous avons majoritairement, en dehors du DEGEPS dont j'ai parlé, qui est sur Blois avec le tennis, l'ensemble de nos formations sont des diplômes de niveau 4 et ce sont des BPGEPS, brevets professionnels de la jeunesse, éducation populaire et du sport. En activité physique pour tous, je vous laisse lire, vous savez lire. Et nous avons aujourd'hui une formation complémentaire sur la préparation mentale et le coaching qui vient s'ajouter au diplôme d'éducateur et d'entraîneur. Nos formations d'animation, aujourd'hui, nous avons un secteur qui se développe bien sur l'animation. Nous avons aujourd'hui un BP LTP avec une petite cohorte, certes, mais au moins ils sont là. Ils sont 7 présents sur le site. Et nous mettons en place, dès la rentrée, un CPGEPS, qui est en cours d'habilitation auprès des services de l'État, mais nous avons de très, très bonnes raisons de penser qu'on pourra le mettre en place. Ce CPGEPS, c'est un diplôme de niveau 3, nomenclature européenne, donc un peu inférieur à celui du niveau 4, qui est un diplôme d'animateur aux activités de la vie quotidienne. C'est ce qui pourrait, pour ceux qui le connaissent, l'ancien diplôme qui s'appelait le BAPAT, qui était un brevet professionnel d'aide et d'assistant à l'animation. Donc, ce CPGEPS va être mis en place cette année. Ça peut être un très, très bon préalable, que ce soit dans le métier d'animation ou peut-être du sport pour ceux qui ne savent pas forcément si c'est vraiment la voie qu'ils voudraient embrasser. En tout cas, on peut aussi intégrer ce parcours. Un autre diplôme qui est très intéressant, c'est le certificat complémentaire de direction d'un accueil collectif de mineurs. En effet, vous pourriez très bien, en tant que responsable de structure ou de salarié d'une structure de remise en forme, organiser un stage pour des jeunes, de découverte de la musculation, du fitness ou du crossfit, que sais-je encore, et de peut-être faire découvrir d'autres activités sportives et d'avoir des mineurs à accueillir. Eh bien, avec votre BP et ce titre de directeur d'ACM, vous pourriez avoir la responsabilité en tout cas de pouvoir faire cet encadrement en toute légitimité. Il y a également aussi une mise en place d'une préformation, d'une classe qui permet de préparer à l'accès au BPGEPS. Quelquefois, on pense qu'on est prêt, et peut-être que je vais, au risque de plomber l'ambiance, on peut penser notamment en AF, que parce qu'on a un peu vécu en musculation, qu'on a un peu d'expérience, eh bien, on est sûr de pouvoir réussir et de pouvoir rentrer. Le diplôme d'AF, d'activité de la forme, nécessite, exige, implique, engage un très haut niveau technique et un niveau d'entraînement et de préparation. Et quelquefois, la barrière, elle est à ce niveau-là.
Donc, de passer par un SAS préparatoire de 3 mois, 4 mois, peut tout à fait vous mettre dans les bons rails, enfin sur les bons rails, et vous permettre d'avoir un meilleur accès ensuite au diplôme du BP. Michel vous en parlera, Michel Reynaud. En effet, il y a un niveau attendu en termes de technicité et qualificatif qui est quand même très élevé dans l'ensemble des BPGEPS. Et quelquefois, on a une tendance à peut-être à se surestimer ou en tout cas à ne pas mesurer suffisamment l'impact et le niveau attendu. Donc, quelquefois, au bout de 4 mois, 5 mois, 6 mois, peut-être parfois 1 an de formation, on court un petit peu après les résultats et on est un petit peu en décrochage. Et ça, c'est embêtant. Donc, ce parcours de préformation peut être un très bon préalable et nous allons mettre en place aussi un SAS je vais l'appeler comme ça, de décompensation qui permettrait à ceux qui pourraient être un petit peu en difficulté de retrouver un petit peu les marques et de regagner ensuite le parcours qu'on va qualifier de classique. Donc, on a mis en place aujourd'hui ce dispositif avec le dernier point qui s'appelle la fabrique de parcours pour des gens qui ne savent peut-être pas du tout vers quel métier ils pourraient se destiner. Animateur, éducateur, entraîneur, coach, tout ça est peut-être un petit peu flou et c'est vraiment la possibilité d'avoir accès à la découverte du métier pour savoir si vraiment c'est ce parcours-là, c'est ce métier-là vers lequel on a envie de se destiner. Et puis une classe pour les sportifs de haut niveau, parce qu'il faut bien adapter le parcours aux sportifs de haut niveau, c'est-à-dire régler l'emploi du temps, le caler avec celui des entraînements, avec celui des soins, avec celui des matchs, de la compétition, et on est obligé d'avoir ce temps d'adapter. Donc on adapte en fait le parcours de formation à l'emploi du temps des sportifs. Le dernier point, c'est les titres. Oui, ce sont 2 titres d'ailleurs, professionnels de niveau 5. Donc là, on est au-dessus du niveau 4 et c'est le responsable de petites et moyennes structures. Donc une fois que vous avez peut-être passé votre BP, que vous êtes un excellent technicien, peut-être avez-vous envie de devenir responsable, et bien là, il faut aussi des connaissances en gestion, comptabilité, marketing et en RH, et en management. Et ça peut effectivement être assez important, et c'est même très utile dans une structure. Cette formation vous permet d'y avoir accès et aussi sous un format modulaire, c'est-à-dire ce sont des modules que vous allez passer et il faut 3 modules pour pouvoir avoir le titre dans sa globalité. Et je parlais du web tout à l'heure, donc le voici, c'est un titre également de développeur web et web mobile qui permet effectivement de programmer, de coder, de réaliser des sites ou de les mettre à jour, donc de travailler vraiment sur tous ces outils via le web qui sont d'une très très grande importance. Tous ces métiers sont mixtes et ils seront en 2021 en tout cas tous accessibles par la voie de l'apprentissage. Donc ça, c'est important. Si nous existons depuis 24 ans et que nous avons ces pourcentages de réussite aux insertions professionnelles et sur le domaine du travail, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des partenaires, de nombreux partenaires. Ce sont des clubs sportifs, vous voyez l'OLB, vous voyez le Sarre Handball, vous voyez le Perche et tout, mais ce sont aussi des manifestations sportives sur lesquelles nous intervenons. Parce que nous sommes persuadés que dans nos métiers, le meilleur moyen d'apprendre le métier, c'est de le faire, c'est de le pratiquer. Et de le pratiquer dans des conditions réelles, avec un vrai public, avec des vraies conditions, pour être sûr qu'on n'est pas que dans de la théorisation et d'être en capacité vraiment d'encadrer toute forme de public. Alors, certes, les AF, vous êtes essentiellement centrés sur des publics plutôt adultes, jeunes adultes ou sportifs, mais nous sommes convaincus que de vous confronter aussi aux enfants, aux adolescents et aux personnes plus âgées, voire très âgées, c'est aussi une compétence supplémentaire qui est attendue dans vos métiers. De pouvoir aussi encadrer toute forme de public, quel que soit l'âge et quelles que soient aussi les conditions de santé. Parce qu'en effet, aujourd'hui, et le Covid en est un exemple malheureux, triste et déplorable, mais aujourd'hui, on sait que lorsque la santé est fragilisée parce que le système immunitaire est défaillant, eh bien, l'individu devient une cible vulnérable. Eh bien, préserver la santé, ça fait partie des cibles majeures et des objectifs principaux que l'on doit se fixer. Avant d'être dans la haute performance, on doit aussi être avant tout les porteurs et les éducateurs de la prévention de la santé. Ça, c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés dans la maison. Alors, forcément, Covid-19 oblige, nous avons adapté différents dispositifs. Nous avons mis en place, nous l'avions déjà, mais là, elle est renforcée et elle est, je vous le disais tout à l'heure, très performante, notre formation ouverte à distance avec différents outils
car aujourd'hui, tous nos cours sont assurés et sont maintenus avec les différents outils que nous utilisons. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, très positif et que nous allons garder. Alors, pas forcément exactement sous la même forme, mais en tout cas, la formation à distance a permis de découvrir et de faire découvrir à l'équipe pédagogique que les jeunes pouvaient être connectés et être très sérieux en étant connectés à distance. Peut-être même parfois, ils m'ont dit plus sérieux. Donc, on va en prendre acte et on va utiliser cet avantage. Aujourd'hui, vous le savez, pour vous inscrire et pour entrer en formation, il était nécessaire d'être titulaire du P1. Aujourd'hui, ça n'est plus nécessaire. Donc, pour votre dossier d'inscription aujourd'hui, sauf pour ceux qui l'ont déjà fait, qui était déjà complet, aujourd'hui, la photocopie recto verso de la carte d'identité et un certificat médical de moins d'1 an sont suffisants pour pouvoir compléter le dossier administratif. Pour autant, il vous faudra passer ce PSC1 avant de passer les épreuves préalables à la mise en situation pédagogique. C'est une épreuve qui est obligatoire et que nous devrons vous faire passer pour vérifier que vous êtes capable d'encadrer en autonomie, c'est-à-dire que vous êtes capable de conduire une séance, que vous êtes capable d'assurer la sécurité et de vérifier que vous connaissez la réglementation qui s'impose à votre métier, donc d'assurer les pratiquants pour que vous puissiez encadrer de manière autonome. Donc ce PSC1, on vous le fera passer avant ces EPMSP, ça c'est obligatoire. Donc dans les 3 premiers mois du début de la formation. Ceux qui en seraient déjà titulaires pourront passer ces EPMSP plus tôt. Pour les autres, on leur fera passer dans ce timing-là. Il faudra en être titulaire, sinon vous ne pourrez pas encadrer et vous ne pourrez pas avoir la délivrance de la carte professionnelle qui vous donne l'autorisation d'encadrer, y compris dans votre structure. Donc le PSC1, il se passera, Covid-19 oblige, dans le premier SAS du début de la formation. Les exigences préalables à l'entrée en formation, qui étaient pour l'AF un test de Luc Léger et les épreuves en musculation et ou en cours collectif, sauf si vous passiez les 2 mentions, vous passiez les 2, cours collectif et musculation, bien évidemment. Ces EPF, on ne pourra pas vous les faire passer dans les délais qui étaient prévus, c'est-à-dire en mois de juin ou juillet pour celles qui étaient prévues. Donc, vous ne passerez pas ces épreuves-là, vous ne les passerez pas à ce moment-là. Pour autant, nous devrons vous faire passer des tests de sélection sur les aspects techniques qui nous permettront de vérifier votre capacité techniquement et physiquement à suivre ensuite la formation. Et ça se fera aussi dans les 3 premiers mois. Nous allons affiner ça avec l'équipe pédagogique pour vous dire à quel moment vous allez passer ces tests, de façon à ce que vous ne soyez pas à un moment donné dans une formation pour laquelle vous seriez en grande difficulté physique et technique pour pouvoir suivre le test et pouvoir aussi suivre la globalité de la formation. Donc, dans ce cas-là, eh bien, je parlais du SAS préparatoire tout à l'heure. Vous pourriez éventuellement être sur un SAS préparatoire pour après ensuite rentrer sur un BP. Donc, on va adapter le parcours, on va aménager le parcours. Ça, c'est ce que nous faisons depuis de nombreuses années. Et l'AF, depuis 1 an maintenant, est déjà en formation modulaire. Je laisserai à Michel Reynaud le soin de vous présenter ce principe-là. Nous sommes clairement habitués à le faire. Donc, nous le ferons et nous le renforcerons. Je dis ça parce que je sais que globalement, en AF, les candidats sont très nombreux. On fait passer le test de Luc Léger comme première épreuve et sur 50 candidats, globalement, on en a plus de la moitié qui échouent à ce test, qui échouent avant le palier obligatoire. Donc, souvent, on se retrouve sur 50, on n'en a plus que 20. Et sur les 20, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour ceux qui voulaient passer la mention cours collectif, sur les 20, on en perd 10. Donc, les tests physiques et techniques sont d'un niveau élevé. Et s'il n'y a pas d'habitude et de pratique suffisante, ça va être compliqué. Donc, vous les passerez. Ça n'empêchera pas l'accès à la formation, mais on va adapter. On fera, disons, la rentrée de manière, comment dirais-je, palliative. Voilà, par degré pour voir si ça peut être passé. J'ai vu un chat. Oui, Steve pose la question, quel est le palier obligatoire? 9 pour les garçons. Alors, pour les garçons, c'est Michel Reynaud, le coordonnateur du BPAF. Pour les garçons, on dit palier 9, c'est annonce du palier 10. Lorsque la bande annonce le palier 10, vous avez atteint le palier qu'il faut atteindre pour obtenir les EPF. Et pour les filles, palier 7, donc c'est annonce du palier 8. Il faut bien entendre annonce palier 10 pour les hommes et annonce palier 8 pour les femmes. C'est ça. C'est palier 9 réussi en totalité, enfin, réalisé en totalité et palier 7 pour les filles. Voilà. Donc, il faut s'entraîner un petit peu quand même si on n'a pas l'habitude.
faites l'essai. Ça veut dire qu'il faut courir en gros entre 12 et 13 km/h. Voilà. Et si vous avez besoin de vous entraîner, sachez que la bande son est disponible sur notre site internet. Enfin, vous pouvez la trouver sur YouTube aussi, mais voilà, sachez qu'on a tout sur notre site internet. Voilà. Donc, cette épreuve-là ne sera pas obligatoire pour rentrer en formation, donc vous serez accueillis, mais vous passerez l'épreuve et l'équipe pédagogique vous préparera, on va vous tester, on ne va pas vous mettre sur le grill, ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner, on vous donnera très clairement les indications pour vous situer là où vous en êtes et ce qu'il conviendrait de faire pour pouvoir réussir. Voilà. Donc, le calendrier d'entrée en formation officielle va forcément être un petit peu bousculé. Nous attendons... Et j'étais en conversation téléphonique ce matin avec l'inspectrice du Sport pour ne rien vous cacher. Nous attendons que la note ministérielle sorte. Elle devrait passer au journal officiel d'ici la fin de semaine. Donc, dès le début de la semaine prochaine, on sera en mesure d'affiner le calendrier de rentrée pour vous dire à quelle date la rentrée se fera pour vous. Donc, vous recevrez convocation, vous recevrez calendrier et toutes les modalités pour lesquelles nous vous demanderons de vous rendre disponible pour pouvoir présenter l'ensemble des tests de sélection pour pouvoir après mieux vous accompagner et vous orienter. Voilà, je vais laisser donc la parole à Michel Reynaud, donc le coordonnateur de ce BP, qui va vous présenter par le menu l'ensemble du dispositif. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous aurons plaisir à répondre à vos questions ensuite. Michel, c'est à toi. Très bien, donc bonjour à tous, je me représente Michel Reynaud, le coordonnateur du BPGEPS Activité de la Forme. Je vais commencer par, dans ma présentation, répondre à diverses questions qu'on a vues, qui ont été formulées en amont lors de vos inscriptions, à savoir le BPGEPS Activité de la Forme, qu'est-ce qu'il encadre? Donc le BPGEPS Activité de la Forme, c'est déjà deux options. Une option A, qu'on appelle cours collectif. Le cours collectif, c'est pour encadrer le public de manière collective sur les activités chorégraphiées, telles que le step ou la zumba. Les activités non chorégraphiées aussi, telles que le renforcement musculaire en musique. Vous avez une activité spécifique qui s'appelle aussi renforcement musculaire, sur lequel on peut aller aussi vers du cardio training. Et un troisième secteur d'activité dans le BPGEPS Activité de la Forme option A, cours collectif, qui est les étirements, le stretching. Donc là, c'est pour l'option A, cours collectif. Lorsque vous êtes intéressé par cette option A, les EPF qui correspondent, c'est le luc léger plus une démonstration technique. Vous suivez un cours qui est donné par un coach missionné par Formasat. La deuxième option, c'est l'option haltérophilie musculation, où vous aurez dans vos prérogatives à tenir, à accompagner, à conseiller sur un plateau de musculation en utilisant tout l'appareillage que vous trouvez dans les salles de remise en forme, que ce soit des charges libres, barres, haltères, kettlebell, ou encore des appareils de musculation sur des charges guidées. Vous avez aussi les prérogatives pour faire du renforcement musculaire sur des groupes ou aussi des étirements du stretching. Dans ces prérogatives de l'option B, vous allez aussi, qui est clairement marqué maintenant, l'accès à l'accompagnement, l'entraînement de l'haltérophilie jusqu'au premier niveau de compétition. Donc, haltérophilie musculation, c'est musculation sur les plateaux de musculation tels que vous pouvez connaître avec les appareils de musculation, et la discipline haltérophilie, la discipline olympique, jusqu'au premier niveau de compétition départementale, voire régionale. Donc voici pour les premières questions qu'on a pu recenser, c'est qu'est-ce que les activités de la forme. Ensuite, nous, dans nos formations, nous sommes rentrés sur une formation modulaire. La formation modulaire, c'est nous avons regroupé nos matières sur des petits modules de formation que vous pouvez passer à votre rythme. Ce rythme, il sera dicté par la possibilité, une fois que vous avez suivi ces modules, de vous inscrire aux certifications en fonction de l'acquisition de vos compétences. Donc, le parcours modulaire permettra à tout et à chacun d'être certifié en fonction de l'avancée de ses compétences. Nous avons une formation initiale qui est marquée sur 2 ans, mais sur laquelle vous pouvez sortir en 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois, en fonction de l'avancée de vos compétences en théorie et sur le terrain, sur la mise en pratique
à Formasat et auprès de votre organisme, enfin votre structure d'alternance, votre employeur, qui est obligatoire sur cette formation. Quelle autre question j'ai pu voir? Donc nous, notre rôle, Formasat, ça sera vous accompagner vers cette compétence et surtout sur votre projet. Votre projet et une autonomie de travail dans votre projet, c'est-à-dire on va vous accompagner pour que la compétence arrive à votre rythme, le plus tôt possible, bien sûr, pour que vous puissiez passer les certifications, avec les meilleures armes possibles sur la période qui aura été préalablement définie sur un positionnement. 6 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois. Je regarde s'il y a d'autres questions. Donc, oui, je vais rebondir sur une phrase qu'a répétée plusieurs fois notre directrice, Catherine Spiteri, où on attend un haut niveau de performance. Donc, le haut niveau de performance, il sera sur deux points. Donc, on va vous accompagner, bien sûr, sur aiguiser votre niveau de performance en termes de praticité sur le terrain, des disciplines que nous enseignons en cours collectif ou en haltérophilie musculation, mais ce haut niveau de performance, il ne sera pas seulement centré sur vous, il sera centré il sera ouvert, je vais dire, sur votre capacité à regarder l'autre et à enseigner votre discipline auprès des autres. L'échec sur ce BP, il est plus lié aux personnes qui ont oublié de regarder les autres et qui ont centré toute leur formation sur eux, sur soi, sur leur propre performance. Donc, le haut niveau de performance, c'est bien sûr se tenir en forme, augmenter son niveau de pratique en cours collectif ou en haltérophilie musculation pour pouvoir être performant dans l'encadrement auprès de l'autre. Dans les formations, on peut très bien s'inscrire, obtenir ses EPF sur une ou l'autre option A ou option B. Nous conseillons en termes d'employabilité et de s'inscrire sur la double option. L'option A plus l'option B. Le parcours prévoit de pouvoir vous accompagner sur l'obtention d'un diplôme double option. BPGEPS activité de la forme en cours collectif plus haltérophilie musculation qui en termes d'employabilité vous permet d'avoir plus de cordes à votre arc. Voilà pour la présentation du BPGEPS activité de la forme. Merci Michel pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions concernant le contenu de la formation en elle-même, sachant que voilà, je vois qu'il y a d'autres questions qu'on n'a pas encore abordées, mais qui vont concerner la partie de Nicolas Baudu. Alors, c'est Catherine qui a écrit. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions vraiment sur le contenu de la formation, sur la partie pédagogique? Vous pouvez ouvrir votre micro si vous le souhaitez. Excuse-moi, Emeline, j'ai vu une ou deux questions là auxquelles je n'ai pas répondu, en effet, que j'avais vu déjà écrites dans le retour des questionnaires. La différence entre le brevet fédéral haltérophilie et le BPGEPS. En fait, sur les brevets fédéraux vous donnent des compétences, des niveaux de compétences sur l'initiation et voire l'accompagnement en compétition. Le BPGEPS est un diplôme professionnel. C'est le diplôme qui va vous donner les prérogatives pour pouvoir enseigner contre rémunération. Donc, c'est ça qui est important, c'est au niveau législatif, au niveau légal, au niveau juridique. Vous ne pouvez pas enseigner contre rémunération si vous n'avez pas un diplôme inscrit sur le répertoire national des certifications professionnelles tel que le BPGEPS activité de la forme. Ensuite, en termes d'un point de vue purement connaissance et pédagogique, vous pouvez très bien enseigner, être un très bon animateur avec un brevet fédéral. La différence, c'est que le BPGEPS va aller au-delà en vous donnant les bases pour pouvoir justifier tous vos choix, toutes vos actions, toutes vos mises en œuvre et même pour aller jusqu'à la conception de vos propres programmes. Donc voilà pour la grosse différence entre le BPGEPS et un brevet fédéral. J'essaye de lire en même temps les questions.
Il y avait une question notamment sur le délai pour trouver effectivement une structure employeur. Là, en effet, dans les conditions actuelles, la date, le principe de l'apprentissage, c'était jusqu'à 3 mois après le début de la formation pour trouver une structure d'alternance. Ce délai est reporté à 6 mois après le début de la formation. Oui, nous allons en parler tout à l'heure notamment. Et pour les EPEF, le BPAF seront toutes faites le même jour. Quel sera le temps de repos après le LUC léger pour, admettons, ensuite exécuter les squats? Notre organisation actuelle fait que entre le LUC léger et les squats, vous avez en règle générale entre 30 minutes et 1 heure, vu qu'on change souvent de lieu pour pouvoir pratiquer. La plupart du temps, notre organisation est la suivante. Le LUC léger, 1/4 d'heure après, nous basculons sur le cours collectif et ensuite, nous partons sur le site adéquat pour réaliser l'épreuve de démonstration en musculation. Donc, pour répondre, vous allez avoir entre une demi-heure et peut-être 2 heures entre le LUC léger et le squat qui sera demandé sur l'épreuve de démonstration technique de l'option B. Donc, il y a les autres questions qui arrivent au fur et à mesure. Donc là, j'espère qu'on a répondu au fur et à mesure aux questions purement techniques qui sont posées. Je vois qu'il y a quelques questions encore. Si je comprends bien, pour quelqu'un qui n'est pas un habitué des salles de musculation, mais qui souhaiterait faire la formation, doit donc passer par le parcours de préformation? Ça peut. Ça peut, c'est pas une obligation. En fait, c'est une formation et c'est une remise à niveau aussi bien, on va dire, plutôt en savoir-être, des savoirs aussi, mais là, le savoir, ça sera surtout sur la formation. Ça permet de mieux redessiner son projet professionnel et d'être en adéquation entre le projet professionnel et le parcours et les épreuves choisies. Les EPEF, ça permet aussi d'avoir, pas les EPEF, excusez-moi, le parcours de préformation, ça permet d'avoir aussi le temps nécessaire qu'il manquerait pour pouvoir réussir les tests d'entrée pour se préparer au mieux. Alors, au mieux sur plusieurs points, au mieux au niveau physique, au mieux au niveau des attendus du diplôme et puis se préparer aussi bien intellectuellement que psychologiquement à tout ce qui va être demandé, la charge de travail qui va être demandée pendant le temps de formation qui vous sera sur lequel vous serez positionné. Et aussi avoir, comme je disais, un réel projet professionnel à, entre guillemets, vendre auprès des structures d'alternance auprès desquelles vous allez rechercher un poste pour pouvoir suivre votre alternance, votre formation du BPGEPS activité de la forme. Alors, je profite juste, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro si vous voulez poser votre question directement. Vous n'êtes pas obligé de passer par le chat. Je vais quand même poser les questions qui restent. Donc, est-ce que le TEP est valable? C'est-à-dire? Je pense que ce sont les TEP. Oui. Est-ce que le TEP est valable? Alors, la question, elle n'est pas entière. Le TEP de quoi? Parce qu'en fait, il y a plusieurs termes pour parler des exigences préalables à l'entrée en formation, donc EPEF, ou des tests d'exigences préalables. On parle de la même chose. Alors, pour la petite différence terminologique, vous avez les EPEF qui comprend aussi bien les obligations administratives, c'est-à-dire la carte nationale d'identité et le certificat médical à l'heure actuelle, et plus les tests d'entrée techniques. Et les TEP, voilà, ça regroupe essentiellement les tests d'entrée techniques. Donc, les deux termes
renvoie à la même chose. Ce sont les tests d'entrée ministériels qui vous donnent le droit de rentrer en formation dans n'importe quel organisme de formation en France. Alors, Jacques demande, au niveau de la O, à l'issue du BPAF mention B, quelles sont les différences avec celles obtenues après une licence STAPS entraînement sportif? Ça dépend surtout de la spécialité de la licence TAPS entraînement sportif. La licence TAPS entraînement sportif vous donne des prérogatives professionnelles dans l'entraînement sportif, dans la spécialité dans laquelle vous vous êtes inscrit. Voilà. Après, l'entraînement sportif en musculation, je ne sais pas si elle donne les mêmes prérogatives que le BPGEPS activité de la forme, sachant que le BPGEPS activité de la forme donne directement des prérogatives sur l'entraînement en compétition jusqu'au premier niveau de compétition. Apparemment, je crois que monsieur, alors c'est pas monsieur Tourando d'ailleurs, je ne sais plus quel est le prénom, mais il voulait dire gymnastique a priori. Quelles sont les différences, c'est ça, avec le Alan, merci. Quelles sont les différences avec à l'issue du BP AG et non AF, c'est ça? Ah oui, alors là, il y a une grosse différence. Ça, c'est une question qui est posée lorsque vous avez des personnes qui ont connu l'ancien BPGEPS activité gymnique de la forme et de la force. En fait, là, il faut oublier, nous sommes passés sur un BPGEPS activité de la forme en 4 UC qui est totalement déconnecté du BPGEPS activité gymnique qui était adossé au même BP il y a 4 ans. Voilà. Donc, depuis 2016, le BPGEPS activité gymnique et activité de la forme sont 2 BP totalement séparés dans la conception et dans les unités capitalisables. Il pourrait juste y avoir une similitude avec les UC1 et 2. Exactement. Donc là où j'allais venir, c'est que dans les BPGEPS en 4 UC, vous avez les UC 1 et 2 qui sont communes, unités capitalisables qui sont communes à l'ensemble des BPGEPS en 4 UC. Donc, quand vous avez l'UC 1 et 2 en activité de la forme, vous l'avez pour les activités aquatiques et de la natation, vous l'avez pour les activités physiques pour tous. Et il n'y a pas d'autre lien entre le BPGEPS activité de la forme et le BPGEPS activité gymnique. Donc, si vous avez une licence TAPS, éducation et motricité, non, entraînement et performance, entraînement et performance à spécialité gym, il n'y a aucun lien, aucune passerelle. C'est deux diplômes totalement différents. Après, c'est juste éventuellement les UC1 et 2 qui pourraient être obtenus par équivalence, à savoir la licence TAPS donnait au préalable les UC transversales des BPGEPS en 10 UC et pour elle, là, il faut qu'on demande précision à la direction régionale jeunesse et sport, donner l'équivalence des UC 1 et 2 des BPGEPS en 4 UC. En tout cas, la licence entraînement gymnastique, quelle que soit l'option, sera regardée au moment du positionnement. Donc, ça pourrait éventuellement permettre d'alléger une partie de la formation, mais pas de dispenser des épreuves certificatives. En tout cas, pas sur la partie spécifique des UC 3 et 4. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Michel, Catherine ? Si c'est bon pour vous, on va passer à la suite. Pardon ? Ils sont partis contre un Luc Léger. Ah, ouais. Comment se déroulent les cours exactement, Michel ? Les cours, alors vous avez, on va dire, 3 parties. Vous avez la partie théorisable. Donc la partie théorisable qu'on peut appeler aussi les cours assis, entre guillemets. Les cours assis, ce sont les cours où vous serez soit à distance derrière l'ordinateur à suivre un cours donné par un formateur, soit en classe avec un formateur qui dispense toute la partie théorisable. Et vous avez des cours en structure, sur une structure d'accueil, où là, nous serons plutôt en pratique et mise en situation pédagogique. Donc, pratique sur des corrections de posture, sur amener du répertoire technique pour pouvoir enseigner par la suite, et amener des mises en situation pédagogique. Donc, on est sur des cours pratiques. Donc, ces 2 premières parties, la partie à format SAD, vous avez des cours entre guillemets assis et des cours en structure qui sont bien distingués sur vos emplois du temps où vous avez une plus grosse partie vraiment sur les cours
de mise en situation pédagogique, bien sûr, parce que c'est plus facile de retenir, et est accompagné par une troisième partie qui est la structure d'alternance. Il ne faudra pas oublier que tout ce que va vous amener votre tuteur dans la structure d'alternance ou l'employeur, autrement dit, fait partie de la formation. Donc, quand vous serez en structure d'alternance, le tuteur que vous aurez sera le formateur de terrain. La rythmicité des cours, je vois la directrice qui est en train de vous répondre aussi. La rythmicité des cours, c'est 2 jours en organisme de formation, c'est-à-dire à Formasat, et le reste du temps à la disposition de la structure d'alternance auprès desquelles vous avez signé un contrat d'apprentissage ou une situation de stage. Autre question que j'ai vue, au niveau des connaissances théoriques, quels sont les domaines abordés? Au niveau des connaissances théoriques, les domaines abordés, donc vous avez l'anatomie et la physiologie qui sera surtout abordée, mais au niveau pratique. Sur les cours assis, au niveau théorique, vous avez tout ce qui est théorisable au niveau de l'environnement professionnel. Si je reviens d'un point de vue un petit peu plus, je vais essayer d'être un petit peu plus cadré. Vous avez 4 unités capitalisables, donc les UC 1 et 2, vous avez des connaissances plus sur l'environnement professionnel, droits et devoirs de l'éducateur sportif, l'encadrement des différentes structures d'alternance auprès desquelles vous pourrez par la suite postuler ou développer vos compétences lorsque vous serez diplômé. L'UC3 qui est plus des connaissances liées à l'organisation, à la programmation, à la planification de vos séances, que ce soit en cours collectif ou en haltérophilie musculation. Et l'UC4, ce qui est vraiment la mise en place et l'utilisation des justifications scientifiques pour mettre en place vos séances de coaching en haltérophilie musculation ou en cours collectif, step, renforcement musculaire ou stretching. Une personne qui a actuellement un BPGEPS activité physique pour tous, comme on le disait, obtient de droit, de fait, les UC 1 et 2, les UC transversales de tous les BPGEPS en 4 UC. Les UC 1 et 2 représentent un petit volume de la formation. Le plus gros volume, c'est la partie techniciste du diplôme, à savoir, on doit être à peu près sur 1/5 sur l'UC 1 et 2, entre 1/6 et 1/5 de la formation sur l'UC 1 et 2, et le reste du temps sur les UC 3, 4, c'est-à-dire les UC techniques, où on a besoin d'être en salle, où on a besoin d'acquérir de la compétence d'enseignement, d'animation dans les différentes options du BPGEPS activité de la forme. Est-il un handicap de n'avoir pas encore été en salle de musculation pour participer à la formation? De ne pas avoir pratiqué, c'en est un. Oui. C'en est un très gros. Quand Catherine Spiteri parlait de haut niveau de performance, n'attendez pas de ce diplôme qui vous enseigne comment soulever une barre, comment vous entraînez-vous. Là, on arrive sur des personnes, c'était là l'objet des tests, qui ont une culture minimale du monde des activités de la forme. On choisit des personnes qui ont déjà cette culture, cette connaissance ou ce vécu dans l'activité, et qui viennent auprès des organismes de formation apprendre à enseigner, à vivre de leur passion pour enseigner, accompagner les autres, et réfléchir, théoriser, comprendre ce qu'ils vivent et ce qu'ils mettent en place. Donc oui, ça peut être un handicap si on n'est jamais arrivé, si on n'a jamais mis les pieds dans les salles de remise en forme, et ne serait-ce que pour passer des tests d'entrée. Alors, Mathéo revenait sur sa première question par rapport à une personne qui est en BPAPT. Quel serait du coup le rythme de formation? Je lui ai répondu, Émilie. Donc, le rythme de formation reste le même sur 2 jours, 3 jours. Seulement les 2 jours peuvent être effectivement allégés, puisqu'en principe, s'il a déjà un BPAPT, il sera dispensé des UC 1 et 2 puisqu'il les aurait validés.
Voilà, alors sur la rythmicité, en fait, les UC1 et 2, ce sont il y a un module théorique, donc qui va peut-être être mis au bout du jour et qui va peut-être être vu avec le calendrier qui risque d'être modifié là du fait de ces événements exceptionnels que nous vivons actuellement. Donc, à l'origine, vous avez les UC du domaine professionnel UC1 et 2 qui était un petit module qui était vu dès le début de la formation, et ensuite des séquences d'accompagnement, de mise en place de projets d'animation spécifiques que vous devez mettre en place dans vos structures pour certifier vos UC 1 et 2, auxquels vous étiez invité pendant la formation. Donc, il y avait un gros volume de 70 heures au début, et après, des séquences ponctuelles pour voir où en était la mise en place réelle de vos projets d'animation dans vos structures. Ce sont les modalités de certification des UC 1 et 2. Et donc, le rythme ne change pas, c'est juste que vous aurez un allègement lors de votre positionnement sur les séquences où nous dispenserons essentiellement les UC de ce domaine professionnel, les UC 1 et 2 du BPGEPS activité de la forme. Donc, faut partez dans l'idée que vous êtes en formation 2 jours par semaine, toutes les semaines, et que en fonction de votre positionnement, vous aurez 1 ou 2 jours d'allègement qui sera connu à l'avance sur un calendrier individualisé. Alors, je disais 2 jours par semaine, vous avez cours 2 jours par semaine, et vous devez avoir 2 ou 3 semaines bloquées quand même dans l'année. Donc, une semaine sur le domaine professionnel, les UC 1 et 2, et des semaines certificatives sur lesquelles soit vous êtes positionné en certification parce que le positionnement dit que vous pouvez passer en certification telle ou telle date, soit en cobaye pendant que vos collègues passent en certification. Donc, si je me répète pour essayer d'être bien clair, l'alternance, c'est 2 jours par semaine, plus des semaines bloquées pour les UC 1 et 2, et pour les semaines certificatives. Oui, Michel, est-ce que très simplement, il est possible de donner une réponse à Graziella qui ne comprend pas la différence entre les BPGEPS, activité sport collectif, activité physique pour tous et activité de la forme, s'il te plaît? Oui, c'est ce que vous avez le droit de faire après. Activité de la forme, vous êtes éducateur sportif pour tous les métiers de la remise en forme, musculation et cours collectifs. Les activités physiques pour tous, vous êtes un éducateur sportif pour lesquels vous avez acquis des prérogatives pour enseigner l'animation et la découverte dans tous les champs sportifs en vous arrêtant avant la partie compétition. Donc, vous êtes sur l'initiation, la découverte. Vos employeurs préférentiels sur les activités physiques pour tous, ce sont plutôt des structures multisports ou des municipalités, par exemple. Et sur les sports collectifs, vous êtes surtout des structures sur des sports collectifs avec aussi la prérogative de sortir de votre spécialité. Par exemple, si je prends le BPGEPS activité sport collectif, vous êtes sur les sports alors préférentiellement de ballon, peut-être avec une spécialité volleyball, et avec la prérogative de pouvoir enseigner le foot en plus auprès des écoles ou dans une structure omnisport. Voilà. Donc, ce sont 3 diplômes totalement différents, avec des prérogatives différentes en fonction de vos aspirations, vous, personnelles et professionnelles, et de votre vécu. Terry demande si la structure d'entraînement pour le BPF est au sein de Formasat ou si c'est une structure indépendante à proximité. Pour l'instant, on travaille avec des structures partenaires indépendantes à proximité, avec un projet par la suite d'avoir nos propres locaux de pratique, nos propres lieux de pratique. Mais pour l'instant, on travaille avec des partenaires de formation, donc des structures indépendantes. Le BP se fera en 1 an ou 2 ans? Voilà. Si je reprends le BPGEPS, nous avons une formation qui est construite sur... voilà, ça peut être 3. On a un début sur 2 ans. Et sur ces 2 ans, vous avez un positionnement en fonction de votre vécu et de votre avancée
sur lesquels vous pouvez être certifié en 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois et plus. Voilà, donc il y a un cursus initial de 2 ans. La première année, c'est tout ce qui est théorie, compétences, connaissances, c'est-à-dire le cœur de nos modules sont donnés sur un an. La deuxième année, vous avez l'accompagnement aux certifications avec beaucoup d'études de cas. Et après, c'est au besoin. Donc, concrètement, vous construisez votre parcours. En gros, on va jouer au chat et à la souris. Moi, je vais vous positionner sur 2 ans et vous devrez me démontrer que vous êtes capable de sortir en 1 an. Donc, c'est toi le chat. Exactement. Donc, Vincent a un diff dans le karaté. Quel UC me reste-t-il à passer? Dans le karaté, je ne connais pas ce diplôme au niveau de… C'est un diplôme fédéral, c'est ça? Ouais. Si c'est un diplôme fédéral, il faut que je vérifie, mais si c'est un diplôme fédéral, il y a aucun lien sur le diplôme karaté et le BPJEPS activité de la forme. Voilà, donc là, les liens qu'on va avoir, c'est soit vous avez un diplôme professionnel et sur lesquels vous pouvez avoir certaines prérogatives ou transversalité sur les matières enseignées. Les diplômes fédéraux qui donnent des allégements dans le BPJEPS activité de la forme, ce sont essentiellement les diplômes liés à l'activité de la forme, spécifiques à l'activité de la forme, tels que les anciens BPJEPS ou des brevets fédéraux d'haltérophilie. Et les autres diplômes donc, qui donnent des compétences dans des champs très spécifiques, voilà, ne donnent pas d'allègement au niveau des métiers de la forme. Mais après, sur les positionnements, on prend tous les documents que vous nous donnez et après on vérifie auprès du ministère Jeunesse et Sport les droits que ça vous ouvre ou pas. Michel, s'il te plaît, est-ce que tu peux donner une petite précision sur le nombre de semaines dans l'année en fonction des vacances ou pas, le nombre de semaines de cours dans l'année, puisque c'est deux jours, 2 jours par semaine. Donc, le nombre de semaines où les stagiaires et les apprentis sont pris et par rapport aux vacances scolaires, quel est le rythme par rapport aux vacances scolaires? En règle générale, en condensant la formation, nous sommes à peu près sur à peu près 27 semaines de mémoire. Et vous avez au moins 1 semaine de vacances sur 2. Donc, c'est-à-dire que là, quand vous êtes en formation, à la Toussaint, vous devez avoir 2 jours sur la première semaine de Toussaint, vous devez avoir 2 jours sur la semaine de février ou la semaine d'avril, mais après, le reste du temps, ça suit les vacances scolaires. Sachant que si nous suivons les vacances scolaires, ça ne veut pas dire que vous êtes libéré pour autant. On est sur une formation professionnelle. Quand vous n'êtes pas à Formasat, vous êtes à disposition de votre structure d'alternance, à disposition de votre employeur. Il ne faut pas oublier que là, en rentrant sur une formation professionnelle, on oublie les 7 semaines de vacances scolaires. On est sur une formation professionnelle avec les 5 semaines de vacances scolaires, si votre employeur est gentil et qu'il vous les donne tout de suite. Sinon, il peut dire que vous êtes sur un système où vous cotisez vos vacances sur la première année pour vous les donner la deuxième année. Donc là, en l'occurrence, on part sur… Vous partez sur une formation professionnelle sur laquelle vous avez 5 semaines de vacances. Si vous n'êtes pas à Formasat, c'est que vous êtes à disposition de votre employeur. Nous suivons un rythme où on essaye de respecter les vacances scolaires, mais vous pouvez avoir 1 ou 2 jours de formation sur l'une ou l'autre des vacances scolaires. Il n'y a pas cours à Noël et il doit y avoir l'une des 2 semaines, soit février, soit avril, sur lesquelles il n'y a rien. Alors, je vois qu'il y a encore d'autres questions. Je vous propose d'y répondre après la présentation de Nicolas Baudu, qui va peut-être pouvoir répondre à certaines de vos questions aussi directement. Donc, Nicolas qui va parler des contrats d'alternance. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas.
Merci, Emeline. Oui, les contrats d'alternance, on l'a dit dès le début, nos formations et les formations jeunesse et sport d'une manière générale sont construites pour être suivies et transmises en contrat d'alternance et en alternance. Le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation sont les deux contrats classiques d'alternance. Nous privilégions en tant que CFA le contrat d'apprentissage puisque, voilà, comme le nom l'indique, centre de formation par apprentissage. Forcément, nos élèves, il y en a 3 de connectés ce soir qui sont déjà en formation chez nous dans d'autres diplômes, sont tous les 3 apprentis. Le contrat de professionnalisation étant un contrat privilégié pour les personnes qui ont plus de 30 ans. Ça, c'est la règle. Vous l'avez vu et Catherine l'a évoqué tout à l'heure, la recherche d'une entreprise d'alternance, le délai est porté à 6 mois après le premier jour de cours. Donc ça, c'est un décret qui est sorti officiellement il y a quelques semaines, qui vous permet d'avoir ce délai supplémentaire si besoin, si jamais vous n'avez pas trouvé l'employeur à l'entrée en cours. Pour ce qui est de l'apprentissage, c'est un contrat de travail, ce qui signifie, Michel l'a évoqué, que vous avez le statut de salarié avec les avantages, mais aussi avec les inconvénients. Donc, effectivement, il n'y aura plus que 5 semaines de congés par an au lieu des 13 ou 14 quand on est encore en statut scolaire. C'est un contrat de travail qui est à durée déterminée ou indéterminée. Très souvent, la majorité des contrats d'apprentissage sont signés pour une durée déterminée qui couvre à peu de choses près la durée de la formation, mais on peut aussi signer un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un CDI. Ce qui est plus intéressant, bien évidemment, puisqu'une fois que le contrat d'apprentissage se termine, on bascule d'office sur le CDI. Ce sont tous les deux, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, des contrats aidés. Aidés par l'État, puisque l'État, ce sont des contrats sans charge, sans charge patronale, et avec une exonération quasi totale de cotisations sociales. Plus des aides de l'État, donc on y reviendra tout à l'heure, l'aide unique notamment qui donne un coût restant à charge à la structure bien moins important que ce que touche l'apprenti. La formation, très gros avantage de ces deux contrats, la formation est prise en charge par ce qu'on appelle les opérateurs de compétences, les OPCO. Donc, ce qui signifie que l'entreprise qui vous embauchera n'aura à sa charge que votre salaire, une fois les charges déduites, une fois les aides déduites, un peu moins du coup que votre salaire. Ça, c'est très important à mettre en avant quand vous allez démarcher une entreprise, de leur signifier que le coût de la formation n'est ni à leur charge ni à la vôtre. Je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez un statut de salarié, donc avec le fait de signer un réel contrat de travail, ce qui signifie qu'on n'est pas stagiaire, on est vraiment impliqué dans l'entreprise. On a une fiche de poste, on a des missions qui nous sont décrites dans cette fiche de poste, qui sont évolutives bien évidemment, puisque vous aurez, je l'espère, très vite des améliorations et des connaissances, des compétences que vous allez acquérir. Donc, c'est intéressant d'avoir ce statut de salarié. On est tout de suite imprégné dans le monde du travail dès le début de la formation. Et une fois qu'on sort avec le diplôme en poche, on a déjà accumulé 2200 heures d'expérience, donc ce qui est quand même important et à vendre dans le monde du travail, contrairement à quand on suit une formation plutôt théorique. L'obligation de nommer un maître d'apprentissage, donc ça c'est lié au contrat d'apprentissage, mais aussi au contrat de professionnalisation. Il faut forcément que vous ayez un maître d'apprentissage diplômé qui vous suive, qui sera vraiment votre référent en entreprise. Ce maître d'apprentissage doit avoir le même niveau de diplôme dans la formation dans laquelle vous rentrez. Donc, si possible, un BPGEPS activité de la forme, mais aussi les anciens brevets d'État des métiers de la forme. Tous ces diplômes d'un minimum de niveau 4 suffisent, et si possible, avec le plus d'expérience possible. Je l'ai dit, vous aurez, une fois sorti de formation, une expérience professionnelle importante. Ces 2200 heures ne sont pas négligeables. Et du coup, l'un ne va pas sans l'autre, une insertion professionnelle facilitée, puisqu'on a coutume de dire qu'on recherche l'employeur avant de se former et non une fois qu'on a le diplôme. L'alternance en elle-même, Michel en a beaucoup parlé, notamment sur les semaines de cours. Donc, c'est les semaines, les doublettes, les 2 jours de cours par semaine correspondent à 14 heures de cours en moyenne, quand on fait les 2 mentions, ce qui signifie que sur un contrat de 35 heures par semaine, vous avez 21 heures en entreprise le reste du temps.
Cette formation se déroule dans le cadre d'un contrat tripartite que l'on signe entre le CFA, la structure d'apprentissage et l'apprenti. Donc, nous sommes 3 à signer le contrat, donc c'est important que les 3 personnes, les 3 entités aillent dans le même sens. On n'est pas là pour nuire aux entreprises quand on leur donne des conseils, et inversement, quand ils nous demandent de vous garder, on refuse très souvent parce que vous êtes là pour apprendre des choses en cours. Donc, c'est vraiment important de respecter l'alternance que l'on va vous donner. La délivrance, nous en avons parlé des EPMSP, donc on a évoqué tout ça tout à l'heure avec Catherine quand on parlait du PSC1. Les EPMSP vous donneront le droit d'avoir une attestation de carte professionnelle provisoire et par la même occasion de pouvoir encadrer et intervenir en autonomie, ce qui est plutôt intéressant dans le cadre de votre formation. Si vous êtes toujours encadré par votre tuteur, c'est très bien en début de formation, mais petit à petit, il faut qu'on vous donne la main et que vous soyez en autonomie pour apprendre les choses correctement. Je l'ai dit tout à l'heure, donc 2 choses, souvent quand vous allez démarcher les employeurs pour des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation, les employeurs vous demandent le coût, donc j'ai parlé tout à l'heure du coût de la formation qui ne sera ni à la charge de l'employeur ni à votre charge. En revanche, ils auront le salaire à vous verser. Le salaire dépend du niveau de diplôme et de votre âge. Donc, en BP métier de la forme, on a souvent des âges un peu plus avancés, et tant mieux, je dirais, par rapport aux autres BP, parce que ce diplôme, Catherine l'a dit, c'est vraiment important d'avoir un vécu. Michel l'a répété, voilà, quand on n'a pas pratiqué, quand on n'a pas une bonne technicité dans ce diplôme-là, c'est très vite compliqué de s'en sortir une fois qu'on est rentré en formation pour les certifications finales. Donc, les pourcentages de rémunération, 43% du SMIC pour les élèves de 18 à moins de 21 ans. On passe à 53 quand on a plus de 21 ans et à 100% du SMIC quand on a plus de 26 ans. D'accord ? Et deuxième année, les pourcentages évoluent quelque peu. Donc ça, ce sont les montants que vous allez toucher en tant qu'apprenti, mais ce ne sont pas les montants que les structures auront à supporter, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des aides qui viennent en déduction de ces montants. Il y a une aide invisible, entre guillemets, de l'État, puisque les contrats ne sont pas chargés. Donc ça, on ne le voit pas beaucoup, mais les employeurs le voient très bien. Il y a une aide qu'on appelle l'aide unique, de 4 125 € la première année, quel que soit l'âge, 2 000 € en deuxième année. Donc ces 2 aides-là sont vraiment importantes parce qu'elles déduisent énormément d'argent de vos salaires, de coûts restant à charge pour les structures. D'autres aides, l'aide tutorale, qui est d'un montant de 230 € par mois et qui est versée à l'issue des 6 premiers mois de la formation. La condition à l'heure actuelle, c'est que le maître d'apprentissage soit salarié de la structure qui vous embauche, ce qui est souvent le cas en métier de la forme. Dernière aide possible, une aide à monter auprès de la direction de vos directions départementales jeunesse et sport, dans laquelle sont rattachées les structures employeuses. Vous devez monter, enfin vos employeurs doivent monter un dossier auprès de jeunesse et sport, ça s'appelle l'ANS, apprentissage, l'Agence nationale du sport. Et en fonction de l'âge du candidat ciblé, les structures pourront toucher entre 2 000 € par an et 3 000 € par an. Ces aides viennent bien évidemment s'ajouter aux premières que j'évoquais, l'aide unique et l'aide tutorale. Donc voilà, un apprenti, ça a un coût, mais une fois les aides déduites, le coût est bien moindre que celui auquel on pense. Dernière petite diapo qui est plutôt destinée à vous faire penser à informer vos potentiels employeurs que nous faisons une porte ouverte réservée à eux le 15 mai prochain à 18 h. Donc, on abordera plus précisément et plus en détail tout ce que je viens d'évoquer, l'accompagnement que l'on peut mettre en place pour les employeurs, l'aide que l'on peut leur apporter pour finaliser un contrat, pour effectuer des démarches auprès des OPCO notamment, des aides liées à la signature, aux fiches de poste, enfin voilà, tout un tas de choses et de services que l'on peut proposer pour les aider et les accompagner dans leur démarche de recrutement. Et l'idée de tout ça, c'est que ça se passe le mieux possible pour vous une fois que vous serez embauché. Voilà, j'ai vu beaucoup de choses passer sur le chat.
Alors oui, on a beaucoup de questions, donc des questions qu'on reverra tout à l'heure, hein, qui concernent peut-être plus Michel, mais on va d'abord voir les questions. Alors Catherine a répondu un petit peu, mais je Ça compte beaucoup. Hein. oui, je vois beaucoup de réponses de Catherine, de Didier. Est-ce qu'il y a quand même des questions auxquelles on doit répondre? Le PSC1, parce qu'en effet, on ne peut pas encadrer dans une structure. Ce n'est pas le fait d'avoir uniquement le PSC1, mais c'est de pouvoir passer les EPMSP. Donc, tant que les EPMSP ne sont pas passés, le PMSP, je rappelle, ça veut dire exigence préalable à la modification pédagogique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser quelqu'un encadrer un groupe, un public, une personne, tant qu'il n'a pas passé cette épreuve. Cette épreuve donne et délivre une attestation, que je signe, dit ok, cette personne n'est pas dangereuse, on peut lui confier effectivement du monde. Et ça, c'est cette pièce-là qui est le préalable pour faire la demande de la carte professionnelle stagiaire, donc provisoire pour l'instant, mais qui est obligatoire. Donc, PSC1 ou pas, j'ai envie de dire, pas d'encadrement dans une salle en autonomie, en responsabilité, tant que vous n'avez pas passé les EPM. S'agissant du PSC1, nous allons nous les programmer dès que les partenaires avec lesquels nous travaillons sont en mesure de nous dire ok, ils ont le feu vert, ils pourront ensuite être mobilisés rapidement. On espère pouvoir en faire au moins une par mois, voire deux. On va essayer de voir comment effectivement vous inscrivez. Tout ce qui est inscrit à la convention des assistants, on va les basculer demain. Alors, Didier a déjà un petit peu répondu à cette question, mais Nicolas, est-ce que tu peux repréciser la différence entre un contrat d'apprentissage et un contrat d'alternance? Alors, un contrat d'alternance, ça n'existe pas. L'alternance, c'est un principe. Et dans les contrats d'alternance, il y a deux types de contrats, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Donc, et du coup, qu'est-ce que ça change en termes de financement? Je n'ai pas entendu mes lignes. Pardon. Du coup, c'était sa question aussi initiale. Qu'est-ce que ça change en termes de financement? Entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation, plutôt, au lieu de parler de financement, c'est plutôt les démarches à entreprendre. Pour un employeur, de toute façon, si je parle que financement, le contrat de professionnalisation revient un petit peu plus cher. Tout simplement parce que les personnes concernées sont souvent plus âgées. Donc, il est normal qu'elles soient un peu plus rémunérées que les personnes plus jeunes. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, il y a quand même nettement moins d'aides que sur le contrat d'apprentissage. Là où j'évoquais l'aide unique, l'aide à la fonction tutorale, celle-là existe pour le contrat de professionnalisation, mais pas l'aide unique. Et puis, l'aide ANS apprentissage n'existe que pour le contrat d'apprentissage. En termes de coût, le contrat d'apprentissage revient nettement moins cher pour un employeur. Après, en termes de démarche, pour un contrat de professionnalisation, on fonctionne sur devis. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais on fonctionne sur devis, alors que le contrat d'apprentissage, il y a un coût contrat qui a été décidé par le gouvernement, donc on ne fonctionne pas au devis. À nous de nous aligner en tant que CFA sur le coût de prise en charge. Je reviens sur des questions qui avaient été posées un petit peu plus haut. Donc Catherine a un petit peu répondu, mais je pense que ce serait bien que tout le monde ait la réponse. Est-ce qu'il serait possible de donner davantage de précision pour bien faire la différence entre l'option A et l'option B, s'il te plaît, Michel? Oui, et alors l'option A, ça concerne tout ce qui est correctif en musique en règle générale, comme Catherine l'a écrit dans le chat. Donc voilà, pour faire court, l'option A s'appelle cours collectif. Donc dans cours collectif, il y a trois supports d'activité. Le cours chorégraphié, step, LIA, Zumba. Vous avez le renforcement musculaire et vous avez la partie étirement stretching. Et l'option B, c'est clairement la musculation et l'haltérophilie. Donc, vous êtes en conseil auprès des personnes qui sont sous des barres sur des appareils de musculation. Donc, option A, cours collectif, qui a plus pour viser monsieur tout le monde en salle de remise en forme, sur des cours dansés, chorégraphiés, renforcement musculaire et stretch. Et l'option B, qui
excusez-moi, tout ce qui est appareil de musculation et l'haltérophilie. Je profite du temps de parole pour répondre à une question que j'ai vue plusieurs fois qui concerne les EPMSP. Je vais essayer de les replacer dans un calendrier. 1. Vous voulez rentrer à Formasat, vous êtes inscrit sur le site de Formasat. 2. Vous devez satisfaire aux exigences d'entrée en formation qu'on appelle les EPF, là maintenant qui sera remanié du fait de l'actualité de confinement. Donc, je m'inscris à Formasat. Je réussis les tests pour pouvoir rentrer en formation. J'ai une situation d'alternance avérée comme l'a présenté Nicolas et pour pouvoir suivre la formation. Et une fois pendant que le début de la formation, vous avez une dernière série de tests qu'on appelle les EPMSP, exigences préalables à la mise en situation professionnelle, qui n'est là que pour vérifier que vous n'êtes pas dangereux auprès des pratiquants et que vous savez intervenir dans toutes les situations dangerosité et voire de l'éviter. Ces EPMSP sont obligatoires. Je suis en train de regarder s'il y avait des dispenses éventuelles. Il en existe, mais c'était sur quand vous aviez déjà des diplômes qui donnaient des prérogatives équivalentes, telles que les BPGEPS en 18C, par exemple. Donc, BPGEPS en 18C. Est-ce qu'il y a d'autres modalités permettant d'être allégé? Pour l'instant, je n'en vois pas clairement. Il va falloir, après, c'est sur positionnement. Lors du positionnement, qu'on va vérifier toutes vos pièces pour savoir quelle pièce vous donne droit à quel allègement. Donc, pour ceux qui demandent s'ils doivent passer les EPMSP, oui, tout le monde doit passer les EPMSP lorsqu'ils arrivent dans la formation BPGEPS, activité de la forme. Des informations sur les EPF pour l'option A, en sachant que actuellement, il n'y aura pas les EPF comme organisés habituellement. C'est un suivi de cours. Pas organisé comme habituellement. En fait, ce qui va peut-être changer, c'est que ce sera peut-être le calendrier où ils vont être mis en place. Donc, les EPF, là, vous pouvez les avoir clairement sur le site de Formasat, où vous allez trouver les modalités de passage et de suivi surtout des EPF qui sont ministériels, donc qui sont les mêmes sur n'importe quel organisme de formation en France. Donc, l'option A, vous avez 2 épreuves. Le test navette, l'UCLIG, c'est des tests aller-retour pour mesurer votre niveau d'endurance et atteindre un palier minimal pour pouvoir rentrer en formation. Quand vous avez réussi le test navette, vous pouvez passer à la suite, à savoir pour l'option A, un suivi de cours d'1 heure qui se décompose en 3 parties. Une partie, un suivi de step sur lequel les chorés sont clairement écrites et dictées au niveau ministériel par décret. Donc, la choré, vous pouvez la trouver. Donc, une partie choré, une partie renforcement musculaire où aussi tout est marqué et une partie stretching où tout est marqué. La seule différence qu'il pourrait y avoir d'un organisme de formation à l'autre, c'est que tout est écrit sur le cours collectif et la pédagogie reste libre par rapport à l'intervenant qui dispense le cours. Donc, les chorés finales, les objectifs finaux, les exercices sont clairement écrits et dictés par décret et sont disponibles sur le site de Formasat. La pédagogie est libre à l'enseignant qui sera en face de vous. La pédagogie et la musique, le support musical. Voilà, pédagogie et support musical. Il y a juste le rythme qui doit être défini. Oui. 125-138 BPM de mémoire. Qui correspond à un niveau intermédiaire. Donc voilà pour les EPF de l'option A. Pour l'option B, vous avez le lutte léger aussi et plus les 3 gestes de musculation en démonstration, à savoir le squat, le développé couché et les tractions. Si jamais vous êtes intéressé par la double option A plus B, vous ne passerez qu'une seule fois le lutte léger si vous réalisez les tests le même jour. Si vous choisissez de le faire sur 2 jours complètement différents et 2 organismes complètement différents, vous refaites l'UCLG plus la partie démonstration qui vous manque sur l'option A et sur l'option B. Donc, si je résume, vous faites les 2 options le même jour au sein de Formasat. Ça engage Formasat, ça n'engage pas tous les
autre organisme de formation au sein de Formasat. Si vous faites tout le même jour, on a la possibilité de faire une seule fois le UCG, plus derrière, si vous avez réussi le UCG, la démonstration technique en cours collectif et la démonstration technique en haltérophilie musculation. Si vos EPF sont séparés sur 2 jours différents, vous repassez le UCG pour pouvoir avoir accès à la démonstration technique. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'en profite juste pour vous informer qu'après cette présentation, vous allez recevoir un message de la part de Formasat avec dedans un lien vers un questionnaire de satisfaction pour savoir ce que vous avez pensé de cette présentation. Voilà, c'est la première année que l'on fait des portes ouvertes à distance, donc n'hésitez pas à nous donner vos avis pour que l'on puisse aussi s'améliorer. Et donc, dans ce mail, vous aurez aussi le lien vers l'espace de candidature et les coordonnées de Michel Reynaud, de Nicolas Baudu et de l'accueil, et aussi la présentation que vous venez de voir au format PDF. Et bien évidemment, je pense que ça a déjà été dit, mais j'insiste sur le fait que vous pouvez ouvrir votre espace de candidature dès maintenant, même si vous n'avez pas toutes les pièces, que vous pourrez revenir à tout moment sur l'espace de candidature en ligne pour le compléter. Pas toutes les pièces ou pas de structure d'alternance pour l'instant. Donc, ça n'est pas le moment pour s'inscrire. Tout à fait. Merci Catherine. Très bien. Bon, pas d'autres questions? J'aurais besoin de modifier quelques informations. Est-ce possible? Donc, si vous parlez de votre espace de candidature, oui, c'est possible. Alors, attends, j'ai un doute. Y a-t-il des épreuves écrites? Il y aura peut-être effectivement des qu'il faudra produire. Voilà, en tout cas, pour l'instant, puisque nous n'étions pas habitués à ces tests, nous avions des tests en interne, mais l'écrit, oui, parce que vous serez amené à écrire, peut faire partie effectivement des moyens pour mieux faire connaître, je veux le dire comme ça. Ce n'est pas forcément rédhibitoire. On utilise l'oral, l'écrit, la technique, la pédagogie pour mieux cerner votre profil et savoir aujourd'hui où vous en êtes et quel serait donc le meilleur moyen pour nous de vous accompagner dans le cursus de formation. Et donc, de voir ensuite avec vous, ce sera une formation sur 6 mois, 1 an, 2 ans, peut-être de longtemps, sachant que rien n'est forcément définitif et que les choses peuvent bouger en fonction, comme l'a dit Michel tout à l'heure, très mais très justement, nous prenons un engagement avec vous pour vous conduire sur votre parcours de formation. À vous de nous prouver que vous pouvez le faire en moins de temps que ça. Ce n'est pas une course. L'idée étant d'être bien formé. Pas forcément d'être vite formé, mais d'être bien formé. Moi, ce qui m'importe en sortant, ce n'est pas tant que vous ayez votre diplôme, c'est que vous soyez des professionnels compétents et responsables. Ça, c'est notre priorité. Alors, Graziella, je vous propose de contacter l'accueil pour votre dossier de candidature si vous avez un problème. Vous aurez les coordonnées dans le mail que vous allez recevoir juste après. D'accord. Voilà. Alors, Steve, est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Je ne sais pas s'il est encore connecté. Par rapport au cours collectif, j'ai l'impression que c'était des préoccupations. Est-ce que vous avez tous les renseignements? Ou pas? Un petit chat, soit prenez le micro, n'hésitez pas. Oui, c'est bon pour moi, merci beaucoup. Bon, parfait, très bien. Merci Steve. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Bon, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter ultérieurement avec toutes les coordonnées qu'on va vous envoyer. Une question qui vient d'arriver. Alors, après avoir rempli notre dossier sur Internet, trouver une structure d'accueil, que nous reste-t-il à faire? Venir.
venir en Formasat, vous serez donc invité à venir et à passer les tests de sélection qui nous permettront de mieux vous orienter, vous accueillir et définir avec vous le parcours qui sera le plus adapté. Voilà. Alors, si la question était en suspens, pour que ce soit bien clair, les tests qui sont a priori des exigences préalables à l'entrée en formation, les fameuses EPEF, donc test de Duc léger, le suivi de cours et les épreuves en musculation, nous vous les ferons passer dans le premier temps d'entrée en formation pour que l'on sache où vous en êtes. Hein, pour même que l'on sache que si sur un Duc léger, alors que le palier 9 est souhaitable et qu'au palier 4, vous êtes à moitié en syncope, ça va être compliqué. Donc, il faudra qu'on revoie un petit peu et qu'on vous accompagne dans l'entraînement qui sera nécessaire pour atteindre ce palier-là. Parce que derrière, il y a quand même des résultats et des performances à réaliser. Elles ne sont pas incommensurables si on s'entraîne un petit peu, mais si on n'en a jamais fait ou peu fait, ou si l'expérience est toute naissante, ça va être très, très compliqué de pouvoir faire le suivi dans sa globalité. Donc, les épreuves physiques, vous les subirez à un moment ou à un autre, donc qui nous permettra de voir exactement où vous en êtes. Voilà. On va différer en fait les épreuves pour nous aider après à vous orienter au mieux dans le parcours de formation. Alors, si on n'a toujours pas de structure avant la formation, comment faire pour en trouver rapidement? Y a-t-il un système d'aide? Nicolas, on te laisse répondre. Ton micro est coupé, Nico. Oui. Ton micro est coupé, Nico. Ça y est. Alors oui, il y a un système d'aide, bien évidemment, mais cette aide est forcément proportionnelle aux démarches entamées par le candidat. J'ai quelques candidats qui n'arrêtent pas de me solliciter pour avoir des pistes de structure, mais quand je leur demande la même chose, j'ai pas beaucoup de réponses. Donc il y aura forcément beaucoup d'aide, mais il faut me montrer en amont que les démarches ont été réalisées entreprises de l'autre côté. Nous, la phrase clé chez Formasat, c'est plutôt aide-toi et Nico t'aidera. Hein, voilà. Bien sûr qu'on vous accompagne, on vous aide, mais il faut que ça vienne de vous. On ne va pas vous trouver l'employeur. C'est aussi, ça fait partie aussi des critères qui nous indiquent une vraie motivation. Parce que la formation, c'est nous, c'est vous et nous, et c'est le groupe en entier. Donc, on a besoin aussi d'avoir des gens qui sont motivés. Voilà. Puis un des critères de sélection sera le fait de réussir, alors peut-être pas à avoir un contrat et à le signer tout de suite, mais au moins d'intéresser certains employeurs pour déjà décrocher des entretiens d'embauche, peut-être se projeter un petit peu avec eux, et après on trouvera des solutions financières si jamais le problème est de ce côté-là. Et pouvoir nous présenter des employeurs avec lesquels on peut avoir des contacts pour pouvoir vous aider justement à créer votre emploi avec eux. C'est ça qui est important. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Merci pour les EPF. Un suivi à partir du début de la formation. Oui. Ah, je n'avais pas vu. Oula, oui. Les trois demandes. Alors. Le souci, c'est que j'ai demandé à plusieurs salles, mais leur problème majeur est de financer un apprenti. C'est vrai. Et malheureusement, en ce moment, le contexte ne va pas les aider. Hein. Ces salles ont un statut de structure commerciale. Donc là, en ce moment, elles ne gagnent pas d'argent puisqu'elles sont fermées pour la grande majorité. Donc effectivement, c'est un secteur qui va très sûrement avancer ce frein financier comme premier argument. Après, ce frein financier, on le dépasse dès l'instant où vous leur prouvez que vous allez amener un plus à la salle. Là, on se projette forcément avec quelqu'un qui est dynamique, qui nous montre sa motivation pour le métier, des fois un savoir-être très bon, un contact humain assez facile, donc tout autant de qualités dont on a besoin dans ce métier. Oui. Le reste, après, c'est de la technique et ça viendra. Une réponse aussi pour, je crois que c'est ça qui pose la question sur les EPF. Alors oui, si effectivement à l'entrée, puisque vous ne les passez pas et que compte que le niveau pour l'instant est un petit peu faible, bien sûr qu'on va vous donner toutes les modalités pour vous préparer, vous entraîner jusqu'à la date où vous pourrez les passer officiellement et rentrer dans votre cursus de formation. Oui, vous êtes accompagné. Une fois qu'on a fait les tests et qu'on se rend compte que c'est là où vous en êtes d'un point de vue technique et d'un point de vue physique, vous êtes ensuite guidé pour pouvoir vous entraîner déjà vous-même.
Nico, peut-on avoir plusieurs structures? Alors, dans ce secteur-là, je dirais d'un point de vue simple, oui, mais en général, comme les salles sont concurrentes, elles ont du mal à se partager un apprenti. C'est quelque chose qui est possible matériellement, mais qui est rarement mis en place, sauf si elles sont sur deux secteurs d'activité totalement différents. Ce qui est des fois le cas, hein. On a certaines salles qui sont spécialisées en musculation, d'autres en cours collectif. Donc, voilà, d'un point de vue concurrence, elles ne s'en font pas trop. Donc, dans ce cas-là, c'est possible, mais ça reste très, très rare. Beaucoup plus facile pour d'autres diplômes avec des employeurs du secteur associatif, par exemple. Mais en théorie, c'est possible. En théorie, c'est possible, ça reste possible. Alors oui, c'est une structure intéressante pour le BPAF mention B. Oui, donc cercle Michelet Orléans haltérophilie. Oui. Et pour Jules, en effet, en ce moment c'est difficile, mais c'est pour ça que l'État a permis une entrée en formation sur 6 mois, ce qui va permettre aussi aux structures peut-être de se rétablir en termes de public, en termes d'entrée, en termes financiers donc, et donc de pouvoir permettre après peut-être l'emploi à plus long terme d'un apprenti ou d'un coach voilà, qui sera diplômé au fur et à mesure. Donc voilà, il faut en effet être patient. C'est peut-être en ce moment assez compliqué, mais on peut penser que voilà, lorsque les règles sanitaires seront un petit peu plus assouplies, les gens retournent dans les salles de sport, surtout qu'aujourd'hui, on a bien vu que la santé, vu la crise sanitaire, est encore plus importante, de préserver sa santé est encore plus important aujourd'hui qu'avant. Mais même si pour nous, c'était toujours très important, mais peut-être que ça va faire prendre conscience à certaines personnes que c'est encore plus important. Donc voilà. Donc en effet, c'est compliqué, mais on peut penser que ça puisse s'améliorer. La formation étant modulaire, pardon Didier, je t'ai coupé. Oui. Vas-y. La formation étant modulaire, on peut se servir de ce délai et puis pourquoi pas intégrer la formation un peu plus tard, parce qu'en AF, quand on a pris 4 mois de retard, c'est très compliqué de rattraper ces 4 mois sans structure d'alternance, mais on pourra intégrer un élève qui trouve une structure en décembre ou en janvier sur la promotion de janvier sans aucun problème. Tout à fait. Ce qui laissera du temps pour s'entraîner, pour passer les EPF. Et arriver au palier 9 réalisé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une deuxième entrée en janvier? Oui. Alors, ouais, au niveau du. Ouais. Vas-y, Catherine, au niveau du. Il peut expliquer le principe du modulaire, c'est lui qui en a. C'est le concepteur du modulaire chez nous, Michel. Michel, tu réponds? Oui. Le parcours modulaire permet d'avoir 2 rentrées. Donc, une rentrée en août, c'est la rentrée initiale du parcours total classique. Et pour ceux qui ne sont pas arrivés à rentrer là sur août-septembre, qui ont eu des difficultés à soit passer les EPF ou soit trouver un employeur, il y a une rentrée qui se fait en janvier. Après cette rentrée en janvier, c'est une rentrée pédagogique qui peut devenir officielle. Ça dépend aussi du nombre de candidats qui rentrent en formation. Il y a toujours possibilité de rentrer en janvier, suivre la formation, s'inscrire sur le parcours et faire le parcours à son rythme. Après, en fonction du nombre de candidats, vous serez inscrit officiellement au niveau du ministère de Jeunesse et Sport en tant que candidat au BPJEPS activité de la forme. Mais on a une rentrée en août de prévu et on a une rentrée en janvier de prévu, en effet. Après, compte tenu de la situation sanitaire, je pense que là, sur le mois de janvier, même si on avait moins de candidats que ce qui était prévu, je pense que l'ADR, enfin moins ou plus, je pense que l'ADR, là, voilà, nous aura dans cette logique, parce que c'est effectivement permettre l'accès à la formation, parce que des encadrants, on va en avoir besoin. Je vois qu'il y a 2 questions encore qui sont cochées. Je vous remercie. Très bien, merci. Parfait. L'entrée en janvier concerne que cette formation? Non, il y en a d'autres aussi qui sont prévues en modulaire. La PT aussi est sur ce rythme-là. Nous allons passer toutes nos formations avec ce principe
modulaire avec une rentrée en septembre et une rentrée en janvier. Les questions aussi, pour l'instant, qu'il y en ait d'autres, mais pour l'instant, c'est à l'étude. Et puis je dirais pédagogiquement, c'est assez simple pour nous à organiser. Après, la difficulté dans certains métiers, c'est de trouver l'employeur à partir du mois de janvier. Quand on consulte des employeurs du monde associatif, forcément, les emplois sont liés aux saisons sportives, donc se font très souvent en septembre. Tout à fait. Mais ça pourrait, par exemple, laisser pour un candidat qui rentrerait en formation en janvier, de faire peut-être 6 mois avec nous, avec une situation d'alternance qui serait obligatoire, mais qui ne serait pas forcément celle du contrat. Et donc, du coup, de trouver plus facilement un contrat d'apprentissage sur la deuxième année ou sur la deuxième cursus, et qui correspond, en effet, tu as raison, Nico, davantage au rythme des associations. Donc, on a plusieurs montages possibles qui permettent effectivement de respecter à la fois le rythme dont vous avez besoin pour vous former, mais aussi celui de la situation d'alternance qui est obligatoire puisque les BP, par principe, doivent être réalisés en alternance. Et d'ailleurs, sur cette situation de crise sanitaire un peu particulière, ceux qui sont aujourd'hui en fin de cursus vont être évalués sur un principe de contrôle continu, donc par l'équipe pédagogique, mais va être aussi interrogé la situation d'alternance pour savoir globalement comment s'est passé l'ensemble du parcours. Donc, ce qui se passe en alternance, c'est vraiment en adéquation avec le métier qui est pratiqué. Le stagiaire ou l'apprenti n'est pas là pour passer le balai, même s'il peut passer le balai, il n'y a pas de souci avec ça, mais il ne fait pas que ça, et apporter le café. Donc, on est bien sur vraiment une formation, une situation d'alternance qui permet vraiment d'être dans l'application du métier et du diplôme auquel on est formé. Donc ça fait partie aussi des choses que l'on surveille, puisque dès le début de la formation, on rend visite dans la structure et on regarde et on vérifie que toutes ces conditions sont bien réunies. Parce qu'en effet, si vous ne faites pas les cours collectifs, par exemple, ou que vous n'avez pas de cours de STEP alors que c'est obligatoire, vous allez être en difficulté. Donc une fois qu'on a trouvé la situation d'alternance, c'est vraiment pour être préparé au métier et que ce suivi-là puisse se faire dans les meilleures conditions. Voilà. Donc, merci Alan Dijac pour ce petit retour. Ça nous fait bien plaisir de vous rencontrer quand même malgré la situation et puis d'avoir vos retours comme ça. Voilà, c'est nos premières. On est un peu novices, donc on est content quand même de pouvoir répondre à vos questions. Donc voilà, et puis à très bientôt du coup, Alan. Très bien, merci Jacques. Bon, tant mieux. Merci beaucoup également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer cette porte ouverte très dynamique. N'hésitez pas à revenir vers Vous avez posé nos coordonnées pour qu'on puisse éventuellement répondre. Oui. Alors, et ne vous alarmez pas sur la situation sanitaire qui, pour l'instant, effectivement, est compliquée. C'est normal que vous n'ayez pas de réponse pour l'instant des salles de remise en forme qui sont en cours de négociation, je peux vous l'assurer, très vive auprès du conseiller de la ministre pour pouvoir ouvrir en musculation en réservant des espaces, des systèmes de nettoyage, de fléchage au sol. Beaucoup de salles se mobilisent pour demander l'autorisation de la réouverture. Et tristement, hélas, parce que la situation est quand même assez inquiétante. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens vont peut-être prendre vraiment conscience de la nécessité absolue de prendre soin d'eux. Et probablement que les salles de remise en forme pourraient bien voir une arrivée importante de clients plus que d'habitude. Parce que là, effectivement, je pense que tout le monde a bien compris que le système immunitaire, il se protégeait, il se développait en ayant une hygiène de vie correcte, et ça passe par effectivement l'activité sportive, une alimentation équilibrée et un sommeil réparateur. Ça, c'est quand même le premier médicament. Donc ça, je pense que ça va venir, mais ça va peut-être pas venir tout de suite dès le mois de septembre, octobre. Donc laissons aussi le temps aux structures, et puisque la loi nous le permet, voilà, ce délai de 6 mois, on ne va pas vous traîner pendant 6 mois, vous traînez, le terme est impropre, et vous l'avez bien compris, vous traînez dans quel sens je le dis. On va vous accompagner aussi sur ces premiers mois de rentrée, vous préparer vraiment, vous mettre vraiment dans les bonnes conditions, puisqu'on a effectivement une possibilité de rentrer sur un parcours à nouveau qui démarre en janvier, donc vous pourrez avoir le temps de bien se préparer et de bien faire connaissance pour
vous trouvez le parcours qui sera le plus adapté à vos besoins et là où vous en êtes. Et pour autant, allez courir pour vous entraîner. Ça reste quand même indispensable. Voilà.